Si notre vision du Moyen Âge européen est souvent très pessimiste, beaucoup voyant en cette période de l'histoire un âge sombre marqué par les guerres, la famine ou encore la peste, il existe pourtant un élément de la société médiévale qui contraste fortement avec cette idée et qui a influencé les arts pendant des siècles, la courtoisie. Né à travers les mélodies des troubadours qui chantaient à la cour des grands seigneurs, cet amour courtois, également appelé finamore en italien, est une conception romantique de l'amour, bercée par les valeurs de la noblesse et de la chevalerie. De nos jours encore, la courtoisie s'invite au cinéma, à la télévision et même dans notre société. Alors partons à la découverte de l'amour courtois tel qu'il existait au temps des chevaliers. L'amour courtois est l'apanage d'une noblesse cultivée qui écoute les chansons de gestes des troubadours, cherche des plaisirs raffinés et voit en l'amour un art comme les autres, où l'esprit peut s'exercer à la quête de la beauté. Ce modèle est né dans le midi de la France, dans les royaumes d'Aquitaine et de Champagne aux alentours du 1er siècle, mais il se propage partout en Europe à travers les arts et les poésies lyriques, comme par exemple les Minnesänger germaniques, dont le nom vient de Minne qui signifie amour. Le sentiment amoureux fait partie de l'émerveillement dont est censé faire preuve l'homme cultivé devant la beauté de ce monde, comme le montre par exemple le roman de la rose où le personnage tombe en émoi devant une rose qui symbolise la femme aimée. Mais c'est surtout à travers les récits des aventures des couples légendaires de la matière de Bretagne comme Tristan et Iseut ou Lancelot et Guenièvre, mais aussi de la matière de France comme Roland et Angélique, qu'une telle conception de l'amour se popularise peu à peu dans les cours européennes. Mais l'amour courtois est loin d'être un simple raffinement poétique voué à la recherche de la beauté. Au contraire, il fait partie intégrante du système médiéval de la chevalerie, dont il transpose les valeurs de vaillance, d'apprentissage, de bravoure et de dévouement aux relations hommes-femmes. En réalité, on pourrait le définir comme une relation vassalique entre l'homme et la femme qui était souvent considérée comme inaccessible et d'un rang social supérieur au chevalier, dont l'homme accepte l'indépendance mais se soumet au moindre de ses désirs et cherche à se montrer digne d'elle en se comportant avec bravoure. La femme servie est souvent la femme du seigneur suzerain du chevalier qui gérait les affaires du château quand son mari était en croisade, une preuve de l'indépendance et la liberté des femmes nobles à cette époque. La fidélité est également au cœur de cette relation, comme l'illustrent des fictions modernes inspirées du monde médiéval, comme par exemple Le Seigneur des Anneaux, avec le vœu de loyauté d'Aragorn envers sa bien-aimée Arwen. L'amour courtois suit une série d'étapes où la femme joue un rôle central similaire à celui du suzerain qui soumet son vassal à l'épreuve. Après l'attraction visuelle envers la femme aimée et la vénération lointaine de celle-ci, a lieu une déclaration passionnée du chevalier à son égard qui se trouve rejetée par la femme aimée, distante et hautaine. Après avoir renouvelé ses vœux de fidélité éternelle et avoir subi diverses manifestations d'amour inassouvies, le chevalier est enfin autorisé par la dame à prouver sa valeur et sa loyauté à travers une série d'épreuves auxquelles la dame le soumet et qui peuvent parfois aller jusqu'à l'humiliation. On pense par exemple à Lancelot, dans le roman de Chrétien de Troyes, qui pour délivrer Guenièvre doit monter sur l'infamante charrette des condamnés. Ce n'est qu'après que le héros peut enfin espérer consommer son amour secret, même si celui-ci doit souvent rester caché. Mais il ne faut pas s'y tromper, même si la femme jouit d'un grand pouvoir dans ce jeu amoureux, l'homme reste au centre, car ce n'est que volontairement qu'il se soumet et les différentes étapes de l'amour courtois font partie de son apprentissage héroïque. L'amour courtois participe avant tout à l'éducation du chevalier dans le sens où celui-ci y apprend la patience, la bravoure et l'humilité, 3 valeurs essentielles, mais il y apprend aussi à s'exercer à maîtriser ses pulsions, tout comme il doit maîtriser son corps dans un tournoi, bien que cette maîtrise de soi n'était pas absolue, puisque les femmes d'un rang social inférieur n'ont pas droit à ce privilège et les chevaliers assouvissent souvent leurs pulsions charnelles avec elles, comme le montre par exemple le droit de cuissage. L'amour courtois est donc censé galvaniser les exploits du chevalier qui n'a d'autre choix que de se montrer valeureux pour impressionner sa dame et se montrer digne d'elle, et c'est donc un amour au service de la virilité dont la manifestation la plus courante sont les tournois où les éléments du code vestimentaire manifestaient la loyauté envers un seigneur, mais aussi souvent envers la dame aimée.
Il n'était d'ailleurs pas rare que les tournois soient tenus en l'honneur d'une dame du public qui jouait un rôle important lors de ces événements. Finalement, dans les cas où les sentiments du chevalier envers sa dame constitueraient un obstacle à ses exploits guerriers, c'est souvent celle-ci, garante de son honneur, qui le rappelle à ses devoirs. On pense par exemple au chevalier Érec, compagnon du roi Arthur, qui est accusé de ne plus guerroyer après son mariage avec la belle Énide et que sa femme décide à partir en aventure avec elle afin de prouver sa valeur, mais aussi au chevalier Yvain et à sa compagne Laudine. Enfin, c'est souvent en sauvant la demoiselle en détresse qu'il convoite des griffes d'un danger que le chevalier est amené à prouver sa valeur, comme par exemple la princesse Angélique, sauvée par le chevalier Roger et qui échappe ensuite à sa concupiscence grâce à un anneau magique qu'il lui avait lui-même donné. Le désir, dont le propre est d'être insatisfait, constitue l'essence même de l'amour courtois, qui le décline à travers différentes versions. À l'origine toujours inaccessible et semé d'embûches, un tel amour peut devenir partagé, voire même parfois consommé, mais les deux amants ne peuvent jamais totalement s'appartenir comme le feraient deux époux. Il permet ainsi, à une époque où les comportements sont dictés par la société et la religion, de concilier les passions individuelles avec les règles sociales. Dans ce modèle, l'amour pur n'existe que sous la forme d'un désir inassouvi, et c'est pourquoi il s'agit souvent d'un amour adultère, où la jalousie n'est pas perçue comme un mal, mais au contraire comme une stimulation de l'envie. Mais dans les récits, la femme convoitée pouvait aussi être inaccessible pour d'autres raisons, comme lorsqu'il s'agit d'une princesse lointaine dont le héros tombe amoureux avant même de l'avoir rencontrée, dans le cas de Siegfried et Kriemhild, et Gunther et Brunhild dans les Nibelungen par exemple, mais aussi comme la Belle au bois dormant pour citer un conte plus moderne. D'autres récits nous donnent une version encore plus extrême de cette dame inaccessible où celle-ci est une créature ne se rattachant pas au monde des humains mais de conditions surnaturelles et féeriques. On pense à l'histoire de la belle dame sans merci où un chevalier tombe amoureux d'une fée éthérée qui l'emmène avec lui sur une colline où il se réveille seul, ou bien encore à la fée Mélusine et son mari dont nous avons déjà parlé dans notre vidéo sur le petit peuple. L'amour courtois est un amour libre, affranchi des liens du mariage et par conséquent il est souvent malheureux. À l'époque, les mariages entre nobles étaient le plus souvent arrangés, et même si heureusement l'affection entre époux existait la plupart du temps, l'amour passionné et pur en était absent. Même si un tel amour reste donc partiellement inassouvi, il diffère toutefois d'une liaison platonique car le corps y a autant d'importance que l'esprit. Une telle conception de l'amour a eu une influence forte dans les relations amoureuses de l'époque, comme en témoigne l'histoire d'Héloïse et Abélard, qu'Héloïse se refuse à épouser car dès lors leur amour cessera d'être inaccessible et leurs sentiments perdront de leur pureté. Savoir si l'amour courtois était consommé charnellement ou pas dans la réalité est un point de controverse important, mais il semblerait que cet élément dépendait en fait surtout des situations. Même si la dimension érotique est primordiale dans l'amour courtois, les chevaliers évoquant souvent le désir que la dame éveille en eux, il s'agit d'éviter de se soumettre au plaisir de la chair uniquement pour assouvir ses pulsions, et que l'amour soit consommé ou pas, c'est donc la pureté des sentiments et du désir qui prime. Le plus souvent, l'amour courtois restait chaste, a fortiori lorsque le chevalier avait fait vœu de chasteté, comme en témoigne le rituel de l'Assag rapporté par les chansons des troubadours, où les deux amants couchaient nus l'un à côté de l'autre sans se toucher. Mais il pouvait parfois être consommé charnellement, de façon prude, comme Tristan et Iseut. Même si l'amour courtois est indissociable de notre vision romantique du Moyen-Âge, bercée par les récits légendaires de la chevalerie, celui-ci est en réalité réservé à une frange très restreinte de la population, et même s'il prône la liberté et cultive la beauté et le raffinement des sens et de l'esprit, il reste assujetti au code de la société et joue avant tout un rôle social dans le monde de la chevalerie où la femme, aussi adulée et admirée qu'elle soit, doit avant tout faire valoir les exploits de l'homme. Quoi qu'il en soit, la condition de la femme capable d'influence et de décision au Moyen-Âge nous paraît en tout cas plus enviable qu'elle ne le sera plus tard, sous l'Ancien Régime, où elles ne garderont plus que l'image de faire valoir, soumises au désir des hommes qui n'auront plus à prouver leur valeur guerrière à travers les codes de la courtoisie, mais simplement dans l'idée que la femme est là pour être séduite et non plus courtisée.